Aujourd'hui, je vous présente Tequenu, l'obélisque du soleil, un jeu de gestion à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 120 minutes. Dans Tequenu, vous aurez la possibilité de faire 7 actions différentes que vous proposent les dieux pour faire évoluer le temple, des carrières ou des ateliers ou encore augmenter votre population et son bonheur. Dans ce jeu, nous avons énormément de pièces. Le plateau prend de la place. Au centre, on dépose un cadran qui est divisé en plusieurs sections. Le blanc ici représente la lumière, le marron clair la pénombre et le marron foncé l'obscurité. Sur ce cadran, on place l'obélix qui tournera tout au long de la partie. Chaque section du cadran fait face à une section d'un dieu. À chaque section de dieu correspond des actions différentes que l'on verra un peu plus tard. On commence par le reste de la mise en place. Près du plateau, on place les différentes ressources de jetons, le papyrus, le pain, le granit, l'or qui va servir de joker, le calcaire, les jetons foie et les scribes. Sur le cadran, il y a une flèche, il faut la positionner aléatoirement entre deux sections de dieux. En fait, les dieux sont représentés ici par leurs images et on voit un trait en fait entre chaque section. Donc ici, je l'ai placé comme ça. Et à 4 sections du début de la flèche, donc 1, 2, 3, 4, on va poser un petit jeton comme ça avec un sablier. 4 sections plus loin, 1, 2, 3, 4, on va poser un autre petit jeton, un autre petit marqueur avec 2 sabliers. Le premier marqueur va indiquer un moment du décompte intermédiaire des points de victoire. Le second, la fin de la partie avec le décompte final. Après avoir mélangé les tuiles colonnes, ce sont celles-ci, on en place 3 à cet emplacement et puis on garde le reste à côté, face cachée. On peut placer ici des tuiles bonus sur les emplacements du dieu Horus. Donc le dieu Horus, c'est celui-ci pour sa section. Et là, ce sont des bonus que l'on peut récupérer tout au long de la partie. Donc il y a des bonus ici. Il y a d'autres jetons qu'on peut placer à cet endroit. Mais ce n'est pas très important pour les premières parties. Ici, je n'en mets pas. Certains jetons or sont à placer sur le plateau. 2 ici au niveau de l'extérieur du temple. On voit un petit icône d'or, donc on va en placer là. Au niveau de la carrière et des ateliers, pareil, on place 2 jetons or et également à cet endroit-là. Dans le jeu, il y a également des dés de différentes couleurs, noir, blanc, marron, jaune et il y a également un gris. Il va falloir placer 3 dés par section du cadran. Ici, à 2 joueurs, je dois récupérer 4 dés de chaque couleur et 6 dés gris. Donc, je l'ai déjà fait. Par contre, attention, dans la règle, il est indiqué seulement 4 dés gris. C'est une erreur de traduction dans la règle française. Une fois qu'on a récupéré tout, donc les dés en fonction du nombre de joueurs, on les pose dans le petit sac. Et on va donc en placer 3 par zone. Donc, je vais prendre au hasard 3 dés dans le sac, je vais les lancer et donc là je vais les placer là et on verra comment se placent les dés exactement dans les cadrans. J'en prends 3, je les lance, je place ici, je fais pareil pour le cadran suivant, bah là il n'y a que des gris, pareil de l'autre côté, hop, je fais le tour comme ça du cadran et il m'en reste 3 à placer dans ce cadran-là. Les dés ne se placent pas n'importe comment. En fait, à chaque cadran, il y a différentes lignes. Avec une petite plume, là, c'est la zone pure. Ici, c'est la zone corrompue. Et ici, la zone interdite. Pour savoir comment placer les cartes, il y a le cadran ici que l'on a placé et recto verso. De ce côté-là, on peut voir en fait à quel endroit on peut placer les dés. Ici, dans la zone de pénombre, donc marron clair, les dés jaunes et marron se placent
donc sur la ligne pure, donc en bas, et le gris se pose sur la ligne corrompue, tout en sachant que les gris se posent de toute façon toujours sur la ligne corrompue, quelle que soit la couleur du cadran. Ici, côté lumière, on nous dit que le jaune se pose sur la ligne corrompue et le noir sur l'interdit. Ici, comme je l'ai dit, les gris se posent toujours sur la ligne corrompue, donc pure, la petite plume, corrompue, l'espèce de vase, et là, on a le symbole de l'interdit. De ce côté-là, j'ai aussi, moi, derrière, vous ne le voyez pas, mais une zone de pénombre, donc avec du marron qui se place côté pur et un noir qui se place côté corrompu. De ce côté-là, dans la zone d'ombre, le noir va se placer côté pur, le gris toujours en corrompu, et le blanc, on voit, dans l'interdit. Donc là, pareil, je suis dans une zone d'ombre, les blancs sur le côté interdit et les marrons dans la zone de la ligne corrompue. Donc soit vous pouvez vous aider du cadran, soit il y a également une petite aide de jeu avec le déroulement d'un tour, et au verso en fait on a un petit tableau qui rappelle un petit peu à quel endroit on doit placer tous les dés. Pour jouer les actions, on récupère un dé de la section concernée, sauf sur la ligne des interdits, à moins d'avoir une technologie, on verra un peu, qui le permette. En bas du plateau, on pose les cartes bénédiction. Donc les cartes bénédiction au verso, il y a une petite main, donc je les ai déjà toutes posées. Je pousse un petit peu pour vous montrer. En fait, on voit là, il y a des mains, donc on va poser des cartes bénédiction avec les mains sur ces emplacements, et là où on voit un bâtiment, on va placer les cartes technologies qui ont au verso ce bâtiment-là. Donc on les pose donc sur ces emplacements-là. Donc on voit qu'il y a différents emplacements qui sont répartis par 4 zones, avec ici un ruban jaune, rouge, vert, bleu. Pour démarrer la partie, on pose que où il y a le ruban jaune et le ruban rouge. Le reste de ces cartes sont placées, forment une pioche. Il y a également des cartes décrets qui sont en fait des cartes objectifs pour obtenir des points de victoire en fin de partie. Pour le moment, il n'y en a pas à ces emplacements. On pourra en placer un petit peu plus loin, mais pour le moment, on ne peut toujours pas poser de cartes à cet endroit-là. Chaque joueur va récupérer un plateau personnel où il va poser ses bâtiments en haut. Donc ici, à chaque endroit, en fait, il y a des petites maisons. Donc on va placer ces bâtiments-là. On va également placer ces statues en bas de son plateau individuel où il y a des statues. On va prendre des petits marqueurs, des petits cubes comme ça pour les placer ici dans la production des différentes ressources. Donc au niveau du 2, donc pour le papyrus, le pin, le calcaire et le granit. Chaque joueur va récupérer également un marqueur de sa couleur qui va placer sur le 10 de la piste de score. Il y en a 2 autres comme ça qu'il va garder pour le moment avec lui. On va voir tout à l'heure comment on l'utilise. Chaque joueur va également récupérer des petits meeples de sa couleur. Il y a un grand et un petit. Le grand représente la population et le petit représente le bonheur. La population se place au niveau du numéro 5, du chiffre 5, donc sur la frise là, de la population, et le bonheur se place sur le 2. Chacun va quand même récupérer en début de partie 2 cartes décrets, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des objectifs à atteindre pour marquer des points de victoire en fin de partie. On en sélectionne une et on défausse l'autre, donc je ne sais pas, celui-ci va prendre celle-ci, il va défausser l'autre. Alors évidemment, selon l'objectif qui est indiqué, il va jouer sa stratégie en fonction. Par exemple, ici, on lui dit qu'il peut gagner 3 points de victoire par carrière de granit et de calcaire. Ça se passe ici, donc peut-être qu'effectivement, lui, son objectif, ça va être de placer le maximum de carrières au niveau du calcaire et du granit pour marquer des points de victoire en plus en fin de partie. On va placer sur la table
des cartes de départ. Donc les cartes de départ, ce sont celles-ci, en fonction du nombre de joueurs. Ici, pour 2 joueurs, on va en placer 5. Donc là, je les place ici parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc j'en place 5. Hop, on va retirer ça. Et à côté, je vais poser 4 cartes destinées. Donc il y en a 4. Hein, donc je vais les mettre, bon là, je vais les placer au-dessus. Hop. On désigne un premier joueur qui choisit une carte de départ qui rapporte des ressources ou permet d'augmenter sa population ou son bonheur ou encore de récupérer des cartes de bénédiction ou de technologie. Donc le premier joueur va choisir une carte. Donc ici, avec celle-ci, il peut prendre 2 cartes de technologie dans la pioche, en garder une, en défausser une autre. Il peut prendre 5 ressources de son choix, augmenter sa population de 3 et son bonheur de 2, de prendre 2 cartes de bénédiction, en garder une, en défausser une, ou de récupérer soit 3 calcaires, soit 3 granites. Donc le premier joueur ici va se dire ben, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Eh bien tiens, je vais prendre moi la technologie qui m'intéresse. Le joueur suivant va choisir à son tour une carte. Il se dit bah tiens, moi je vais prendre augmenter la population et mon bonheur. Le joueur suivant se dit eh ben moi je veux prendre des ressources. Le joueur suivant va se dire eh ben moi je vais prendre 2 cartes bénédiction et la 5e est défaussée, on ne l'utilisera pas. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir calculer, en fait, on voit qu'en haut de ces cartes, il y a des chiffres, donc là 11 et 6. On va les comptabiliser et celui qui a le nombre le plus élevé va pouvoir choisir une carte destinée ici parce qu'en fait, il sera premier joueur, ça va donner l'ordre du tour. Donc ici, il a 17, l'autre joueur, il a 9. Donc c'est ce joueur-là qui va pouvoir choisir en premier. Donc celle-ci, par exemple, elle va lui rapporter un jeton foi, un or, soit d'augmenter sa population de 1 ou son bonheur de 1, ou de récupérer un scribe. Lui, il se dit, mais moi, c'est le scribe qui m'intéresse. Le joueur suivant va se dire, eh ben moi, je voudrais bien récupérer, par exemple, augmenter ma population ou mon bonheur. Voilà, chacun donc a récupéré ça. Les autres cartes sont mises de côté. Avant de démarrer, maintenant, chacun va pouvoir récupérer les ressources ou les bonus qui sont associés aux cartes qu'il a prises. Donc ici, ce joueur-là, le joueur bleu, peut augmenter sa population de 3 et son bonheur de 2. Avec cette carte-là, il récupère un jeton scribe qu'il garde avec lui. Et puis, il va pouvoir récupérer 2 cartes bénédiction, hop, qui sont des actions que l'on peut jouer à n'importe quel moment de la partie. Donc ici, par exemple, on lui dit qu'en produisant des ressources, il peut gagner 4 granites. Mais ça se joue qu'une seule fois. Une fois qu'il a joué la carte, il la défausse. Et celle-ci, il lui met, ça lui donne la possibilité d'effectuer une action Anubis. Donc Anubis, en fait, c'est une action qui se trouve sur le plateau de jeu qui permet en fait de pouvoir défausser 2 scribes pour pouvoir jouer n'importe quelle action. On le verra un petit peu plus tard. Alors il se dit, mais peut-être ça peut être super intéressant parce que si je joue ça, ça veut dire que j'aurai peut-être pas besoin de scribe. Je vais garder celle-là et je vais défausser l'autre. Le joueur suivant se dit, bon, alors avec celle-là, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter ma population, par exemple, de 1, ou plutôt mon bonheur de 1, on va dire. Ici, il peut récupérer 5 ressources. Donc, je ne sais pas, il va récupérer un petit peu de tout, on verra. 2, 3. Alors, ça doit être sauf de l'or, je pense. Du calcaire. Je pense que ça doit être sauf de l'or. 1, 2, 3, 4, mais j'en suis pas certaine. Et ici, il va dire, allez, je récupère un autre granit.
L'autre carte lui permet de récupérer 2 cartes de technologie. Alors les cartes technologie, par contre, elles sont permanentes et peuvent jouer une fois à chaque tour tout le long de la partie. Ici, on lui dit qu'en effectuant une action Hathor, donc on voit en haut de la carte à quel dieu ça correspond, Hathor, donc c'est celui-ci, il peut gagner 2 points de victoire supplémentaires en posant une colonne, parce qu'effectivement, l'action d'Hathor, c'est de pouvoir poser des colonnes. Ça peut être intéressant. Ou celui-ci, en érigeant une colonne, on peut toujours activer la capacité d'une tuile colonne. Ça, c'est intéressant. En fait, tout est intéressant. Il va prendre celui-là, par exemple, avec les points de victoire et il va défausser l'autre. Donc là, il a tout récupéré. Alors, une fois que chacun a récupéré ses ressources, on va pouvoir défausser toutes les cartes départ. En fait, elles sont vraiment utilisées uniquement qu'en début de partie. Donc après, on n'en a plus besoin. Donc, je les récupère. Voilà. Par contre, ces cartes destinées, celles-ci, on va les conserver. On verra qu'à un moment, ça peut être utile un petit peu plus loin dans la partie. Alors, on peut démarrer maintenant la partie. Chaque joueur, à son tour, va récupérer un dé donc, pour faire une action et le poser sur son plateau, sur la balance, en respectant les icônes pures ou corrompues. En effet, si je prends donc un dé ici pour jouer cette action de ce dieu, je le prends donc sur la ligne de pur, il faudra que je pose mon dé sur ma balance côté pur. Si je prenais le dé gris qui est sur la ligne corrompue, il faudrait que je le pose côté balance corrompue. Le but, c'est qu'à un moment, il va y avoir un jugement de maths et on va devoir essayer d'équilibrer au maximum notre balance des deux côtés en fonction des nombres de dés qu'il y a d'indiquer sur les faces du dé. Regardons un peu d'abord les différentes actions possibles. Donc l'action Horus qui est ici permet de poser une statue, donc c'est une statue ici, contre du granit, on voit ici, donc il y a un petit point d'interrogation parce qu'en fait, sur son plateau individuel, chaque statue n'a pas le même coût. La première coûte 4 granit, la deuxième 3 granit, la troisième 2 granit, etc. Donc, on paye le granit et on peut poser une statue à différents endroits. Alors, on peut en poser donc ici sur le cadran principal. Alors, quand on est 2 joueurs, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette sur la ligne interdite parce que, voilà. Quand on est 2 joueurs, donc je disais, on a un emplacement de statue qui est libre. À 3 joueurs, on a 2 emplacements disponible et à 4 joueurs, on a 3 emplacements. Ici, il y a 2 joueurs, donc on peut poser qu'une statue. Alors, à quoi ça sert de mettre une statue donc pour les dieux à cet endroit-là? Tout simplement, quand un joueur va faire une action de ce dieu, on va pouvoir récupérer le bonus qui est associé. Donc, par exemple, ici, si je pose une statue sur ce dieu-là, je peux augmenter ma population de 2 ou alors récupérer 3 jetons foi. On peut les poser également ici, on peut en poser là au niveau des carrières. Donc on va voir qu'il y a un décompte après en fonction du nombre de carrières et ateliers qu'on a déposés ici sur les lignes. Les statues qui sont posées valent pour 2 bâtiments. On peut également en poser ici à l'extérieur du temple, à cet endroit. Donc on récupère l'or, là c'est pareil, hein. On récupère l'or à cet endroit-là. Et c'est pareil, quand on a posé des statues, quand on a des statues de posées de sa couleur, elles peuvent rapporter des points quand on pose des colonnes dans le temple. Alors justement, j'ai parlé de colonnes, donc la section Ra qui est ici, permet de poser des colonnes dans le temple. Pour cela, quand on prend un dé à cet endroit-là, on va prendre une des tuiles. Mais en fait, on ne prend pas n'importe lesquelles. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué ici. Ça ne sera pas n'importe lesquelles. Ici, si je prends un dé de valeur 1, je vais prendre, ça sera pour récupérer la tuile de cette colonne-là, avec 1, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, et ici 5, 6. Si je prends le dé avec le 3, je prendrai une de ces tuiles-là. Alors, ça a un coût, de toute manière, puisqu'on voit par exemple celle-ci
elle va me coûter 3 calcaires. Ici, 2 calcaires et un granit. Et celle-ci va me coûter 3 calcaires et un granit. Donc, quand on prend une tuile, on la récupère et on va la poser à l'intérieur du temple. Donc, on voit aussi, là, comme ça, qu'il y a des bordures de couleurs et le temple est également avec différentes couleurs de bordures, rouge, bleu, vert et jaune. Donc, on va devoir poser sa tuile, enfin, on va essayer de la poser sur des couleurs attenantes et on peut la tourner comme on veut quand on la pose. Donc là, par exemple, tiens, ça serait intéressant de la poser comme ça parce que du coup, j'ai le rouge et j'ai le jaune et ça va me rapporter des points de victoire. Donc, une fois qu'on a posé sa tuile, on prend une de ces petites colonnes là. Donc là, on a vu qu'il y avait les bâtiments, les statues, mais le joueur a également des colonnes. Il va en prendre une et la poser dessus. Il y a des points de victoire qui vont être récupérés si on a également placé des bâtiments à l'extérieur du temple. La section du dieu Hathor permet de poser un de nos bâtiments à l'extérieur du temple contre du pain. Donc contre du pain, c'est-à-dire, on ne sait pas, il y a aussi un point d'interrogation parce que certains, il faut payer 2 pains, d'autres 3 pains, d'autres 4 pains. Quand on est 2 joueurs, on ne peut poser que sur les emplacements qui se trouvent au plus près du temple. En dessous, c'est à partir de 3 ou 4 joueurs. De toute façon, c'est indiqué au niveau des emplacements. Cette action permet de récupérer des ressources, des points de victoire et d'augmenter sa population. L'action ici du dieu Bastet permet contre du papyrus d'augmenter le bonheur de la population et selon le chiffre du dé de récupérer des scribes. Donc là on voit par exemple si on prend un dé ici de 1 ou de 2, on peut récupérer 2 scribes. Un dé de 3 et de 4, un scribe. Par contre, un dé de 5 ou de 6, on ne peut pas récupérer 2 scribes. Donc évidemment, on se dit 5 ou 6, mince, pourquoi on ne récupère pas? Parce que ça permet d'augmenter énormément son bonheur. Par contre, donc on voit que le bonheur, en fait, on voit un personnage avec les bras en l'air. Donc pour faire la différence avec la population où il y a plusieurs bonhommes. Là, on le voit ici, il y a trois bonhommes. C'est la population. Donc, on peut augmenter ici en mettant un bâtiment. Et ici, c'est le bonheur. Par contre, le bonheur ne doit jamais aller au-delà de sa population. Effectivement, on ne peut pas avoir plus de bonheur que de population. Donc, ici, par exemple, là, j'étais arrivée sur 5 tout à l'heure. Je ne pourrais pas aller au-delà, ici sur 9. Hein. Il faudrait que je m'arrête à ce niveau-là. Donc d'ailleurs, je vais les replacer. Ah bah non, lui, il avait augmenté tout à l'heure de 3. Hein. Hop. Avec une de ces cartes. Ah bah puis le bonheur, il avait augmenté aussi. Hop, de 2. Donc pour ce joueur-là. L'action du dieu Thoth permet de récupérer des cartes de bénédiction et de technologie. On ne peut récupérer que des cartes de la zone de couleur où se trouve notre bonheur. Donc ici, je suis sur la partie jaune. Je ne peux récupérer que des cartes qui se trouvent sur la partie jaune. Pour pouvoir récupérer les rouges, il faudrait que mon bonheur atteigne le rouge. Et après, pour justement pouvoir mettre sur la partie verte et bleue, il faudrait que mon bonheur arrive sur le vert, donc pour mettre sur le vert, donc le premier joueur qui arrive sur le vert, donc il faudrait que sa population soit plus élevée, peut mettre on met tout de suite des cartes et du coup il pourrait récupérer des cartes ici, donc ça laisse beaucoup plus de choix et de possibilités. Et dès qu'on arrive, le premier joueur sur la partie bleue, on en rajoute également ici. Donc là je vais les replacer. En fonction du nombre de dés, on peut prendre plus de cartes, mais cela va coûter plus de papyrus. Ici, ça ne coûte aucun papyrus, on ne peut prendre qu'une seule carte. Ici, avec un 1 et un 2, avec un 3 et un 4, on peut prendre 2 cartes contre 2 papyrus. Ici, avec un 5 ou un 6, on peut prendre 3 cartes, mais ça va coûter 3 papyrus. Ici, pour un papyrus, si on veut jouer cette action-là, ça permet
de retirer les cartes d'une zone pour toutes les remplacer. La dernière section est celle d'Osiris qui permet de construire un bâtiment pour récupérer des ressources et augmenter sa production sur son plateau personnel. Cela coûte un bonheur, donc on voit ici le coût. Donc pour pouvoir placer un de nos bâtiments à un endroit, il va falloir débourser, enfin diminuer son bonheur de 1. Donc la production se trouve sur son plateau ici individuel, donc je l'avais montré tout à l'heure, papyrus, pain, calcaire et granit. Donc c'est par ici, en plaçant des bâtiments, qu'on va pouvoir monter son petit cube et avoir plus de production. La dernière action possible, qui n'est pas dans une zone assignée, est la production de ressources. Vous pouvez prendre un dé, n'importe lequel, dans n'importe quel cadran, pour récupérer des ressources. Mais attention, ça sera en fonction de la couleur du dé. Donc, si je prends un dé marron, je vais récupérer du pain. Si je prends un dé jaune, je vais récupérer du papyrus. Si je prends un dé noir, je récupérerai du granit. Et avec un dé blanc, je récupérerai du calcaire. Et on ne récupère pas un nombre plus important que sa production. Si par exemple je voulais récupérer du pain, donc je prends un dé de 3 alors que ma production de pain est sur 2, je récupérerai 2 pains et le troisième irait se mettre sur ma balance côté corrompu. Donc ça peut faire balancer la balance du mauvais côté parce que bon, vous verrez qu'il est quand même, vaudrait mieux quand c'est pas équilibré d'être quand même du côté pur que du côté corrompu. On va commencer la partie. Le premier joueur ici donc a un objectif de placer des carrières au niveau du calcaire et du granit. Il se dit bah tiens, je vais récupérer un dé du côté des carrières. Donc le dé numéro 6 est du côté interdit, il ne peut pas le prendre, donc et là il n'y en a que du côté corrompu. Donc il choisit le 2 ou le 4 et ça va avoir comme effet tout simplement de savoir sur quelle ligne il doit le placer. Effectivement, si par exemple là on va dire qu'il prend le 2, il va placer ici côté corrompu puisqu'il l'a pris sur la ligne corrompue, il va prendre un de ces bâtiments qu'il prend complètement à gauche, le premier, et va le placer donc sur la ligne 2, ici, à l'endroit qu'il veut. Donc, s'il place son bâtiment ici, il récupère tout de suite un papyrus et augmente sa production de papyrus de 1. Pareil pour le pain, pareil pour le calcaire, pareil pour le granit sur cette ligne-là. S'il avait pris le 4, il pouvait augmenter plus de choses et il récupérait également de l'or. Bon, admettons qu'il ait pris celui-ci. Donc, il va le placer, par exemple, sur le calcaire. Il va récupérer tout de suite un calcaire et augmenter sa production de calcaire de 1. Donc, maintenant, il est à une production de 3. Il ne faut pas oublier que ça lui coûte un bonheur. Donc, il va diminuer son bonheur de 1. C'est au second joueur de jouer. Lui décide ici de poser une statue, il va récupérer une statue sur son plateau individuel. La première statue, on a vu là, ici, que ça coûtait 4 granites. Donc, il prend dans sa réserve 4 granites qu'il remet dans la réserve, récupère une de ces statues pour la placer à l'endroit qu'il le souhaite. Bah, par exemple, il se dit, eh bien moi, je vais la poser à cet endroit-là. Donc, il pose, on ne voit pas très bien avec l'obélisque, mais bon, voilà, il la pose ici. Quand un joueur jouera cette action, il récupérera le bonus ici qui est associé. On a fait un tour complet parce qu'il y a 2 joueurs seulement. Quand on a fait un tour complet, on tourne le cadran d'une zone. Quand on a déplacé l'obélisque, évidemment, on voit que les zones de pénombre, de lumière et d'ombre se sont déplacées. Il va falloir maintenant déplacer les dés en fonction de la nouvelle zone. Donc ici, les gris sont toujours dans la pénombre, ça ne change pas. Ici, maintenant, on est dans une zone de lumière. Les marrons et les gris vont du côté interdit. Ici, on est maintenant dans une zone de pénombre. Donc, le noir passe
dans les corruptions, dans les corrompus, et le dé blanc également. Ici, on est maintenant dans une zone d'ombre, mais en fait, ça ne change pas parce qu'en fait, on y était déjà, parce qu'en fait, il prend 2 cadrans, en fait, la partie ombre, donc ça ne bouge pas. Ici, par contre, maintenant, on est dans une zone d'ombre, donc le jaune va dans l'interdit, le gris, bien sûr, il ne bouge pas, et le marron va dans les corrompus. Et de ce côté-là, le jaune se trouve ici, et le noir, on le déplace dans la zone de corrompu. Avant de refaire une action par le premier joueur, on va récupérer le nombre de dés en fonction du nombre de joueurs pour en remettre dans des zones de pénombre. Ici, 2 joueurs, donc je récupère 2 dés pour mettre dans la zone de pénombre. Ici, par exemple, j'ai pris 2 dés et je vais les placer. Donc le blanc se place au niveau des corrompus, le jaune au niveau du pur. Je vais faire la même chose avec mon autre zone d'ombre et maintenant je n'ai plus de dés dans mon sac, ce qui est tout à fait normal. Je les lance, le noir va ici, puis le gris aussi. Ah ben là, dis donc, ça fait du choix. On revient donc maintenant au premier joueur qui va faire une nouvelle action. Donc par exemple, il va vouloir jouer une action comme ça. Pour 2 papyrus, augmenter sa population de 1 et récupérer 2 scribes. Et ça lui coûte 2 papyrus. Il a ses papyrus. Il va donc les remettre dans la réserve. Et là, il n'a pas le choix. Il va falloir prendre celui-ci puisque les dés blancs sont dans l'interdit. Attention, ça repart du côté corrompu. Ici, on a 5. Là, on n'a rien. Il va peut-être falloir récupérer du pur après. Donc, ça lui permet, avec un dé numéro 3, de récupérer un scribe dans la réserve et d'augmenter sa population, son bonheur, pardon, du nombre du numéro de son dé. Donc là, 3. Donc 1, 2, 3. Et il est juste derrière son bonheur, puisque de toute façon, on a vu qu'il ne pouvait pas le dépasser. On revient au joueur d'à côté, qui va, lui, par exemple, dépenser du pain pour mettre un de ces bâtiments ici. Donc en fait, il ne possède que 2 pains, donc il va pouvoir se placer ici, 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 ici. En fait, c'est dans les angles. Il va récupérer un de ces bâtiments pour le déposer donc dans l'angle de son choix. Donc ça lui coûte 2 pains. En fait, c'est indiqué hein, les différentes étapes. Ça lui coûte 2 pains où il l'a placé. Donc il remet dans la réserve. Il peut récupérer une ressource de chaque de ce qui est indiqué sur la ligne ou la colonne où il est placé. Donc ici, il va pouvoir récupérer un papyrus, un pain et un jeton foie. Il y en a 3, mais là, il peut en récupérer qu'un seul. Donc j'ai dit un papyrus, un pain et un jeton foie. On va voir après à quoi servent les jetons foie. Et ici, en fonction du dé, ben, j'ai pas pris de dé, donc on va peut-être prendre un dé. Il va prendre par exemple le 4 ici. Ça lui permet d'augmenter sa population du nombre de son dé. Donc ici de 4, donc il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il a 2 corrompus, il a 2 corrompus aussi. On revient au premier joueur, donc qui va faire une nouvelle action et lui, il a besoin un petit peu de pur hein, pour équilibrer. Alors il va dire, bah tiens, allez, je vais reprendre un petit peu ici. Donc il va prendre un dé de 4, prendre un nouveau bâtiment pour placer à cet endroit-là. Et il se dit, par exemple, allez, je me mets ici. Ça permet de récupérer un or et un calcaire qu'il met donc devant lui. Et ça lui permet d'augmenter sa production de calcaire et de granit de 1. Donc, il va pouvoir avancer ces petits cubes en même temps. Il a équilibré. Il a 5, il a 4. Bon, là, il a 3 dés. Le joueur suivant va pouvoir jouer à son tour. Et il va, lui aussi, il faudrait qu'il équilibre. Alors, il perd un bonheur, hein, j'ai oublié ça. Hop, il revient sur 0. Il se dit, mais il faut que j'équilibre un petit peu. Donc, pareil, je vais prendre un dé de 4.
Je vais prendre un de mes bâtiments qu'il va poser donc sur la ligne également numéro 4. Ici, c'est déjà occupé, donc il va falloir se placer à un autre endroit. Il se dit par exemple, je vais me placer ici pour récupérer un papyrus et un or et augmenter ma production de papyrus et de pain sur mon plateau individuel. On repasse au premier joueur qui va faire, je ne sais pas trop ce qu'il va faire parce que là, il faudrait qu'il équilibre un petit peu du côté pur, mais il n'y a plus grand-chose du côté pur, donc il va falloir être obligé de prendre quelque chose du côté corrompu et il n'y a pas vraiment le choix. Donc, il va par exemple prendre ce deux-là, par exemple, mais ça va lui coûter du papyrus et un 2. Non, il n'a même pas besoin de papyrus. Il en reprend un, c'est un 2. Il va pouvoir prendre une de ces cartes-là. Donc, il va les lire et puis regarder celle qui l'intéresse. Par exemple, là, on lui dit que ça lui, s'il fait une production, il récupère 4 pains. Il fait, bon, allez, je prends celle-ci et on remplace immédiatement. C'est maintenant au joueur suivant de jouer. Donc, il va peut-être pas avoir trop de choix non plus. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là. Hop. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu montrer des choses qu'on n'a pas encore faites. C'est ici, mais je ne peux pas vous les montrer. Bon, admettons, je vais tricher un petit peu, d'accord? Admettons que celui-ci est là, pour vous montrer un petit peu, pour pouvoir placer des colonnes. Donc, s'il prend un dé de 1 qu'il va placer devant lui, il va récupérer la tuile qui correspond au numéro de son dé et il va la placer à l'intérieur du temple. Donc, on peut la tourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens qu'on veut pour pouvoir récupérer des points. Donc, ça lui coûte 3 calcaires et un granit qu'il va placer dans la réserve générale. Là, du coup, il n'a pas forcément récupéré tout, mais c'est pour montrer un petit peu les différentes choses que l'on peut faire. Une fois qu'il a fait ça, il regarde s'il a des bâtiments qui lui permettent de récupérer des points de victoire. Et là, en effet, il a un bâtiment à lui, c'est le bleu, en fait, qui se trouve sur la même ligne. Ça peut être sur la même ligne ou sur la même colonne. Le fait d'être sur la même ligne, ça lui rapporte des points de victoire. Donc, il va récupérer un point de victoire parce qu'il a un bâtiment. Donc, et en fait, si c'était même là un autre joueur qui avait son bâtiment, ça lui aurait rapporté un point de victoire aussi. Donc, hop, il passe sur 11. Il peut récupérer également un point de victoire quand on a les couleurs qui s'alignent. Donc là, ça s'aligne, ça fait 1 point. Et là, ça s'aligne, ça fait 2 points. Et en plus, il s'est mis dans un angle où, en fait, ça lui rapporte en plus 1 point par côté. Donc, du coup, ça lui fait 4 points, puisque ça fait 1 plus 1, 2. Et pareil de ce côté-là. Donc, 1, 2, 3, 4, il augmente de 4 points. S'il s'était placé à un autre endroit, il aurait récupéré les ressources attenantes. Il se serait mis là, il aurait récupéré 3 jetons foie, là un papyrus, là 2 granit, etc. Une fois que c'est fait, donc là, on a vu cette partie-là, on a récupéré et on gagne aussi des points de victoire en fonction de ce qui est marqué au-dessus de la tuile, ici 1. Il va donc récupérer un point de victoire. On replace une nouvelle tuile. Voilà. Et maintenant, on a 4 dés. On va tourner en fait le cadran encore une fois. En fait, quand on a 2 dés chacun sur son plateau, on tourne. Quand on a 4 dés, on tourne à nouveau. Et quand on a 4 dés, on arrive à ce qu'on appelle le jugement de maths. Et c'est là qu'en fait, il va falloir essayer d'équilibrer sa balance. Donc ici, on fait le compte. 3, 5, il a 7. Et là, il a 4. Donc, ça fait
-3 en fait, et il va placer son petit jeton ici à -3. Et on voit qu'à partir de -3, on perd un point de victoire. Donc c'est pour ça que je disais qu'il valait mieux être quand même plus équilibré côté pur que côté impur. Si par exemple, il avait eu des jetons foie qu'il avait récupérés, il aurait pu les placer. Bon, quand on a des jetons foie, on va les placer au milieu de sa balance et on peut les placer en fait d'un côté comme de l'autre pour pouvoir équilibrer. Là, du coup, s'il en avait récupéré 2, ça lui faisait 6, ça lui faisait plus que -1. Et là, du coup, il est toujours dans le négatif, mais il ne perd pas de il ne perd pas de point de victoire. Ce n'est pas le cas, tant pis pour lui. Il est sur -3 et il perd un point de victoire. Son adversaire a 5 de chaque côté. Il avait même un jeton foie, mais il n'a même pas besoin de l'utiliser. Donc lui, il est exactement à 0. Et en fait, ça va aussi marquer l'ordre du tour pour le précédent. Celui qui est le plus proche de 0 devient premier joueur. Donc le joueur bleu devient premier joueur, le joueur orange passe second joueur. Après, peu importe qu'on soit du côté positif et négatif. Hein. Si un joueur s'était trouvé dans 3 et celui-là dans -1, c'est quand même le bleu qui est plus près du 0. C'est vraiment en étant plus près du 0, peu importe qu'on soit dans le positif ou dans le négatif. Une fois qu'on a fait ça, chacun va remettre ses dés, hein. Donc, hop, dans le sac. On va également se débarrasser des jetons foie qui n'ont pas été utilisés. Donc, on les remet dans la réserve générale. Donc, on a déplacé l'obélix. Donc, il ne faut pas oublier de redéplacer encore à nouveau les dés. Et ça sera après au joueur bleu de démarrer. Donc, quand on a fini le jugement de Marthe, avant de repartir, on reprend toutes les cartes de destinée. Alors ça, j'ai dit que celles-ci, non, celles-ci, on les garde. On va toutes les récupérer, les replacer sur la table. Le premier joueur, c'est le bleu, va choisir une carte. Donc, par exemple, il va prendre celle-ci. Et puis, le joueur suivant se dit qui va prendre, par exemple, celle-ci. Voilà, on défausse. Chacun récupère à nouveau, lui, ses ressources ou ses bonus. Il veut augmenter son bonheur de 1. Lui récupère un jeton scribe. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié, attendez, je fais mettre la tuile, mais il faut mettre une colonne. Puis, une chose que je n'ai pas expliquée également, c'est le bonus qui se trouve à l'intérieur sur certaines tuiles. En effet, ici, on voit une zone de fond de pénombre. S'il y avait une zone de pénombre quand j'ai pris la tuile, j'aurais pu récupérer le bonus associé ici de Zor, ce qui n'était pas le cas, j'étais dans une zone de lumière. Par contre, il ne faut pas oublier de poser la colonne du joueur qui a posé cette tuile. Quand même, il a construit une colonne, il faudrait peut-être qu'il la mette. Donc on continue de jouer, là c'est le joueur bleu qui va prendre un dé, donc là bien sûr je n'ai pas replacé les dés au bon endroit. Il faut penser aussi qu'à chaque tour on récupère 2 dés pour mettre dans les zones de pénombre, donc là avant de démarrer il faudrait récupérer encore 2 dés pour les différentes zones de pénombre, voilà. Donc le marron qui se place là et le jaune également, il faudrait faire la même chose de l'autre côté, le gris ici et le marron également, voilà, avant de repartir. Donc, on prend chacun 2 dés. Une fois que c'est 2 dés, on tourne. On reprend encore chacun 2 dés. Et après, on arrive à un jugement de maths. Voilà. Et on va continuer à tourner comme ça jusqu'à ce qu'on arrive ici à le premier marqueur avec un sablier qui va être un décompte intermédiaire. On commence d'abord par faire le jugement de maths parce qu'en fait, on est arrivé à 4 dés une fois qu'on est arrivé là. Ensuite, on regarde qui est majoritaire dans chaque quartier
ici, pardon, dans chaque quartier de carrière. Donc, et on marque 3 points, on voit ici, à celui qui a le plus de bâtiments. Le orange, ici, a 2 bâtiments, il est donc majoritaire. Il récupère 3 points de victoire. Ici, sur cette ligne-là, c'est le bleu, il est tout seul, il est donc majoritaire. Il récupère 3 points de victoire également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous aviez placé des statues ici, cela compte pour 2 bâtiments. Chaque bâtiment et statue rapporte 1 point de victoire, donc tous ceux qui sont placés donc, à l'extérieur du temple. Donc là, le bleu en a 1, il va pouvoir augmenter d'1 point. Chaque colonne rapporte 1 point de victoire par bâtiment et statue de sa couleur dans les lignes horizontales et verticales de sa colonne. Donc tout à l'heure, je disais peu importe qu'on soit propriétaire du bâtiment ou pas. Là, non, c'est quand c'est son bâtiment. Donc là, il n'a qu'un seul bâtiment, ça lui rapporte à nouveau 1 point de victoire. Chaque joueur récupère des points de victoire par statue érigée. Donc une statue va rapporter 1 point de victoire, 2 statues 3 points de victoire, etc. Il faut regarder dans la règle. Ici, il n'y a que le bleu qui a érigé une statue, donc ça lui rapporte à nouveau 1 point de victoire. Chacun va récupérer aussi 2 points de victoire par production sur son plateau qui a atteint le niveau 6, qui est tout en haut. Donc, aucun des deux là n'est arrivé au niveau maximum pour le moment. À partir du 6e bâtiment qui est construit, donc ici, on récupère également des points de victoire. Donc ici, une fois qu'on aura construit tout ça, on pourra récupérer 2 points de victoire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le orange, il a construit que 2 bâtiments. Pour le moment, il n'en a pas. Et le bleu également, il a construit 2 bâtiments. Il n'en a pas non plus. Par contre, après chaque construction du premier bâtiment, on doit payer du pain. Donc là, par exemple, on voit en fait moins 1 pain. Ici, il n'y a rien. Si, une fois qu'on aurait fait celui-là, c'est encore moins 1 pain, etc. En fait, il va falloir nourrir ces ouvriers dans les bâtiments. Donc là, ici, il faut payer un pain. Donc, il va falloir faire attention d'avoir du pain. Donc, je remets dans la réserve. Pareil pour l'autre joueur qui a également un pain à payer, qu'il remet dans la réserve générale. Attention, pour chaque pain non payé, on perd 3 points de victoire. Une fois le premier décompte fait, on déplace à nouveau les dés en fonction de la zone, on pioche à nouveau des dés pour les placer dans les zones de pénombre et on repart pour un nouveau tour. Donc bien sûr, on a fait le jugement de maths, on sait qui est placé en premier. Enfin, quand on a fait le tour, donc on peut retirer le marqueur une fois que c'est fait, et quand on arrive enfin, hop, 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 au deuxième marqueur, on arrive au décompte final et c'est la fin de la partie. On fait le même décompte que la première fois après le jugement de maths, toujours. Et au décompte de la première fois, on ajoute des éventuels points de victoire des cartes décrets que l'on a, donc les objectifs de départ qu'on a récupérés, voire qu'on a pu récupérer ici. Alors, par contre, on ne peut pas utiliser plus de 3 et seulement 1 par type. Effectivement, si on regarde sur les décrets, en fait, il y a différentes icônes qui se trouvent en haut. Voilà. Donc, on peut avoir 3 objectifs, mais qui doivent être différents. Donc, si j'avais, par exemple, ces 3 cartes-là, je ne pourrais en jouer qu'une des 2 parce que ça a la même icône. Donc, c'est vraiment 1 par type. Le premier joueur qui est sur la piste d'ordre du tour obtient également 3 points de victoire en plus. Une chose que je n'ai pas dite également, c'est que ça soit au décompte intermédiaire ou au décompte final, j'ai oublié, quand son bonheur atteint les flèches, ici, on récupère des points de victoire également. Donc, à chaque échelon, on va récupérer également des points de victoire. Mais il faut être arrivé ou le dépasser pour pouvoir récupérer ces points de victoire. Les jetons scribes qui ne sont pas des ressources, mais elles peuvent être très utiles. Donc ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On peut dépenser un jeton scribe pour changer la valeur de dés de 1 en plus ou en moins. Donc ça peut bien être utile pour pouvoir équilibrer sa balance. Et on peut utiliser jusqu'à 2 scribes. Donc du coup, on peut diminuer, augmenter de 2.
Et en dépensant 2 scribes, on peut réaliser une action Anubis. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc Anubis, c'est ce dieu. Il n'est pas ici sur le cadran, mais il se trouve sur le plateau individuel. Donc en dépensant ici 2 scribes, ce joueur pourrait prendre n'importe quel dé, même dans les zones interdites, d'accord, et faire n'importe quelle action. Donc c'est super pratique, donc peu importe, hein, il prend même dans les interdits, et pour faire une action, pas forcément de ce dieu-là, mais de n'importe quel dieu. Ça peut être très utile. Et par contre, ce dé-là ne se place pas dans la balance, peu importe où on l'a pris, il va se poser en bas et donc ne sera pas compté dans le jugement de maths. Alors faites attention aussi quand vous équilibrez votre balance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu se joue en 16 tours. Un tour, c'est quand on a récupéré 2 dés. À chaque fois qu'on récupère 2 dés, on fait tourner l'obélisque. Quand on a fait 2 tours, donc on a 4 dés, on fait un jugement de maths. Après 2 jugements de maths, donc 8 tours, on fait un premier décompte. Et après, au deuxième décompte, on fait le décompte final. Ce jeu est un petit peu complexe au départ. La mécanique n'est pas si dure que ça, mais en fait, comme il y a énormément de choses, on replonge énormément dans les règles. Mais après, c'est un vrai délice de jouer à Tequenu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai énormément apprécié ce jeu et je vois Christina derrière la caméra qui me fait oui de la tête. Donc, c'est qu'elle a aimé aussi. Dans Tequenu, vous avez aussi la possibilité de jouer en solo avec des tuiles à part que je ne vous ai pas présentées là pour représenter en fait l'intelligence artificielle, enfin un adversaire virtuel. Je ne l'ai pas testé, donc je vous laisse le découvrir si vous jouez en solo. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu. À bientôt!